Bah alors, quoi de neuf chez les islamophobes? Aujourd'hui, on va parler d'une news qui vient de tomber. YouTube a fait sauter la chaîne de F2 News, donc Cro-Blanc. Donc c'est arrivé ce matin, apparemment. Teddy Boy et RSA est en train de réagir à cette information, cette actualité. C'est un peu dommageable pour lui parce que c'est quand même son boulot, littéralement, hein. Il perd son boulot. Et donc on va écouter Teddy Boy, puis je vais réagir au fur et à mesure. Tu sais, des fois, il y a ce mythe de les youtubeurs font un contenu facile, ils font que de parler, de réagir à l'actu. Sachez qu'on réagit à ce qu'on peut. Par exemple, je ne peux pas réagir à France 2, même en privé, systématiquement. Ah, juste, objectivement, non, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, ça demande du travail. En fait, c'est pas la vidéo en tant que telle qui est du travail. Ce qui est du travail, en fait, c'est le montage. Ce qui est du travail aussi, c'est de s'informer. Ce qui nécessite du temps, en fait, de scroller, par exemple X, Twitter, les différentes actus que tu peux voir. Donc, c'est quand même du travail. C'est quand même du travail. Et surtout, ce qui est le plus gros du travail, c'est le montage. Que ce soit les miniatures, c'est du travail, c'est du temps. Donc, c'est pas un truc comme on pourrait penser de feignasse. C'est pas un truc de feignasse. Ça, c'est pas vrai. Faut dire la vérité, c'est quand même beaucoup de boulot. Oui, effectivement, c'est pas l'usine, c'est un fait. Je pense pas que tu risques de te casser le dos, mais par contre, oui, tu peux avoir peut-être d'autres problèmes à force de tout le temps, à force d'être tout le temps assis, etc., etc. Mais c'est quand même du boulot, il faut le dire. Quand je diffuse France 2 alors qu'on paye avec nos impôts, je diffuse un extrait de 10 secondes de France 2, je me fais striker un live de 5 heures. On paye avec nos impôts. D'accord? Et c'est hors la loi. Hors la loi. C'est des instituts d'État ou des créateurs qui, de manière hors la loi, signalent à YouTube, demandent systématiquement le retrait d'une vidéo hors du cadre de la loi. Comment on devrait répondre? En portant plainte et en payant jusqu'à 15 000 balles pour éventuellement perdre devant la plateforme Google ou aller gagner le fait de gagner la possibilité de rediffuser une vidéo 2 ans après. Parce que c'est ça le truc. Le temps de la procédure, vous allez diffuser vous allez avoir le droit de diffuser une vidéo. Greg Tabibian a subi ça pendant des années. Ouais, bah ça, c'est la disproportion du pouvoir économique, en fait. T'as des grandes instituts qui prennent un malin plaisir à soit menacer ou soit écraser les petits auto-entrepreneurs entre guillemets. C'est comme ça, hein, c'est la loi du marché, c'est le plus fort. En fait, peu importe s'ils gagnent ou pas, ils savent qu'ils vont gagner du temps. Ils savent qu'eux, ils ont de l'argent et que toi, tu vas en règle générale pas investir du temps et de l'argent dans une procédure. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup peur aux petits, tous ces genres de procédures, de menaces, de strikes, etc., etc. Voilà. Oui, je comprends que quand t'es un YouTuber, ça puisse être vraiment dommageable pour ta chaîne. Mais le problème, c'est que est-ce que tu veux investir du temps et de l'argent face à des grosses firmes? Et c'est comme ça pour tous les secteurs, hein. Exemple, un patient qui a eu un mauvais traitement suite à une opération ou des désagréments graves, en règle générale, il va hésiter à 5 fois avant de porter plainte contre l'institut, parce que l'institut, en l'occurrence là c'est l'hôpital, a énormément d'argent, et donc là la question se pose de est-ce que je vais investir du temps et de l'argent pour avoir gain de cause ou peut-être ne pas avoir gain de cause. Là est toute la question. Voilà. Et c'est là que le pouvoir financier est si très disproportionné pour lutter en fait. En gros, tu luttes pas à armes égales. C'est ça la réalité. D'extrait. Donc ça, moi j'en profite, c'est le premier point pour vous parler de ça. Oui, mais les médias traditionnels, mais il n'y a pas que les médias traditionnels, il y a aussi des médias privés, il y a aussi d'autres youtubeurs qui usent de ça. Et ça, c'est hors du cadre de la loi. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui est de la psychologie de votre côté, des spectateurs, Cro-Blanc, je vais essayer de le dire intelligemment, avec psychologie, vient de se faire censurer. Lui, il a la tête froide, il vous informera de ce qu'il va faire. Bah, ça serait intéressant de savoir pourquoi il s'est fait censurer. Est-ce que c'est une censure politique? Et là, auquel cas, il faudra se poser des questions. Il faudra énormément se poser des questions. C'est-à-dire que
Moi, je suis adepte de dire que la liberté d'expression n'existe pas. En fait, t'as juste le droit de dire ce que l'État t'autorise. Et je pense que ce sera la même chose pour YouTube, en fait. La liberté d'expression n'existe pas sur YouTube. Tu as juste le droit de dire ce que YouTube t'autorise. Mais le problème, c'est que il y a un courant idéologique, ou même plusieurs courants idéologiques, qui contiennent de multitudes d'opinions qui, à chaque fois, de jour en jour, se font censurer. Voilà, il y a des courants idéologiques qui se font censurer. C'est un fait. Et ça s'effectue opinion par opinion, en fait. C'est-à-dire, là, t'as plus le droit de dire ça. Et l'année prochaine, t'auras plus le droit de dire ça. Et l'année prochaine, t'auras plus le droit de dire ça, etc., etc., etc. Et jusqu'à ce que le courant idéologique s'éteigne. Et en fait, je trouve ça hyper dangereux. Pourquoi je trouve ça hyper dangereux? Parce que moi, en fait, moi, je suis pour que toutes les opinions s'expriment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est stratégique. Tant que l'islam n'a pas le pouvoir, c'est-à-dire tant que l'islam n'est pas l'idéologie dominante, je suis pour que tout le monde puisse exprimer son opinion. Pourquoi? Parce que comme ça, au moins, je sais qui pense quoi. Comme ça, au moins, je sais à quoi m'en tenir. Qui est qui et qui pense quoi. Parce que sans le fait que tous les gens puissent exprimer toutes les opinions qu'ils veulent, je pourrais pas savoir qui est qui, en fait. Donc moi, stratégiquement, ça m'arrange que les gens puissent exprimer leur opinion. Mais le problème, c'est que plus on avance dans le temps, moins certaines opinions ont le droit de s'exprimer. Et c'est toujours un certain courant idéologique. Alors, je te parle même pas des conservateurs comme moi. Alors, nous, on est vraiment, les musulmans, on est vraiment bâillonnés, voilà. Un musulman, pour qu'il s'exprime, il doit dire des banalités. Il n'a pas le droit de dire autre chose que des banalités. Et surtout s'il est connu, et encore pire s'il est imam. Mais moi, je parle du courant des gens qui se disent de droite. D'ailleurs, il faudrait qu'on me définisse c'est quoi la droite, voilà. Parce que je pense que chaque droitard a une définition différente de ce qu'est être de droite. Mais toujours est-il qu'on ne peut que constater de manière objective qu'aujourd'hui, ce courant-là est censuré de plus en plus. Pour moi, en plus, selon moi, c'est mon avis, pour moi, ce ne sont pas réellement des conservateurs. Ce sont des progressistes, avec quelques petites différences avec les progressistes gauchistes. La différence, c'est l'immigration, et aussi c'est la méthode avec laquelle ils veulent résoudre le problème de l'insécurité. Parce que les gauchistes aussi veulent résoudre l'insécurité, mais ils ont des méthodes différentes. Eux, leur méthode, c'est du paternalisme, c'est de dire c'est vilain, c'est pas beau, tiens-toi bien, c'est pas bien, et aussi de donner du fric, en fait. Donc voilà, les gauchistes, ils ont une méthode particulière, les droitards, ils ont plus recours à la loi, en fait. Ils voudraient plus avoir recours à la loi, durcir les lois, pour pouvoir endiguer ce problème d'insécurité. Donc voilà, on voit qu'il y a un certain courant qui est de plus en plus censuré. Par contre, le courant progressiste, lui, il est pas censuré. Lui, il est accentué. C'est fou, en fait. C'est-à-dire, il y a un courant qui est censuré, qui est ultra censuré, de plus en plus. Et parce qu'en fait, en plus, j'ai regardé dans le fil d'actualité sur YouTube, j'ai regardé une miniature, il y avait Psyodélique qui avait fait une vidéo il y a 4 ans sur le fait que Cro-Blanc avait déjà perdu sa chaîne. Donc c'est pas la première fois qu'il perd sa chaîne, et je pense que c'est plus idéologique qu'autre chose. Mais il faudrait savoir la raison, la réelle raison pourquoi il a perdu sa chaîne. Moi, je pense qu'on s'approche d'une raison politique, mais force est de constater, on peut pas le nier, voilà, c'est factuel, il y a certains courants, c'est compliqué pour eux. Voilà, il y a certains courants, il faut le dire aussi, les banques, ils font la moue pour les recevoir, en fait. Je pense pas qu'il y a ça chez les progressistes. Je pense pas qu'il y a ça chez les Dany Raz. Faut dire la vérité. Voilà, je pense que quand t'es progressiste, t'as pas tous ces problèmes-là. Et donc là, ça veut dire que plus tu censures une certaine opinion, c'est-à-dire que tu vas créer une population de gens qui pourront pas extérioriser leur opinion, qui pourront pas avoir des figures, des modèles, des leaders ou je ne sais quoi, exprimer leur opinion à leur place pour extérioriser leur opinion. Donc en fait, tu vas créer des bombes à retardement, en fait. En fait, c'est le meilleur moyen d'allumer la mèche pour une guerre civile. C'est le moyen de faire en sorte que
que des petites milices et des petits groupes se forment afin d'extérioriser, et le jour où ça pète, bah, ils dialogueront plus, ces gens-là, puisque on leur a ôté le pouvoir de dialoguer. Et idéologiquement parlant, je suis opposé à Cro-Blanc. Je suis un conservateur musulman. C'est-à-dire, idéologiquement, je bannis le progressisme. Et quand je parle du progressisme, je parle du progressisme idéologique. Je parle pas du progressisme, de la technologie, etc. Ça. Je parle d'un point de vue idéologique. Je parle de ce progressisme qui fait que si demain, la science prouve que le chien peut donner son consentement, les gens auront des rapports avec leur chien. Et ce sera validé par la doxa. Et s'opposer à ça, ce sera être contre le progrès. Être un réactionnaire, être un odieux personnage du Moyen-Âge. Voilà, moi, c'est de ça que je parle. Je parle de ces gens-là qui ont tellement rien à faire de leur vie, qu'ils ont le ventre rempli, qui se posent la question si c'est des hommes ou des femmes. Je parle de ces courants-là, moi. Je parle de banalisation de plein de choses. Voilà, c'est ça le progressisme. Pour moi, la seule chose qui peut lutter contre le progressisme, c'est le conservatisme religieux. Voilà, pour être un conservateur, tu dois être un religieux, selon moi. Mais après, ma position est débattable, je suis ouvert au débat. Mais selon moi, la seule barrière au progrès, c'est la religion. Pourquoi ? Parce que la religion, en fait, est fixe. La seule chose qui change, qui peut changer, qui peut être muable dans la religion, c'est la jurisprudence, qui s'adapte aux époques, etc., etc. Mais, mis à part ça, la base, le fondement est fixe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de chiens qui pourront se marier avec des hommes, avec la religion. Et je parle de l'islam, parce que le christianisme va vers le progrès, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font abstraction du livre pour établir des lois humaines, des lois délivrées par l'Église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des positions beaucoup plus progressistes qu'il y a 50 ans. Voilà, tout simplement. C'est bon, il est rentré dans l'inconscient collectif, vous n'allez pas l'abandonner. Mais, je connais les gens. Ah bah, il y a Django, il y a tout le monde. Je vous lis après. Je connais les gens. Il y a deux effets, parce qu'on a vécu tellement de censure. Moi, j'ai tellement observé la mécanique psychologique de la censure, que je voudrais quand même qu'on signe un deal ensemble. Pour une fois. Parce qu'il y a 10 ans, ce deal n'a pas été respecté. À l'époque de l'INA et d'autres trucs. Premier effet d'une censure, les autres créateurs ont peur. C'est rare que les créateurs soutiennent d'autres créateurs censurés. Pourquoi ? Parce que en fait, ils ont peur de se faire censurer eux-mêmes. Donc premier deal, c'est pas vous les créateurs soutenez, c'est n'ayez pas peur le moment où il faudra quand même. Je connais par cœur le scénar. Tu vois un mec, écoutez, je l'ai vu, je vais pas dire des noms, mais tu vois des potes à toi te faire censurer, et au lieu d'informer les gens, de dire non, c'est scandaleux, peut-être qu'on ne peut rien faire ou pas grand-chose, mais c'est quand même scandaleux. Il faut se préparer, éventuellement, à préparer l'audience, à être moins passive, etc. Et ben non, les mecs, ils se plient aux nouvelles règles. C'est, ah bah mon pote, il est niqué, oui, je soutiens, et puis moi, pendant ce temps-là, je me prépare à me plier aux nouvelles règles. Alors c'est évidemment ce qu'on va tous faire, se plier aux nouvelles règles. Mais bien sûr, t'es dit, tout le monde va se plier, même toi tu vas te plier. C'est ça YouTube. Moi je pense que c'est un moyen astucieux pour épurer la politique de ta plateforme. En fait, c'est du génie ce que fait YouTube. Dans le sens où si t'es un gros YouTuber ou t'as un YouTuber moyen, et que t'as une niche et qu'il y a plein de gens qui font la même chose que toi, si t'es sanctionné, eh ben les autres ils vont se plier à la règle. Donc déjà, il faudrait savoir pourquoi t'es sanctionné. Le jour où les autres créateurs de contenu savent pourquoi t'as été sanctionné, ils vont tous se plier à la règle. Et en gros, c'est comme ça que tu épures ta politique en fait. Et par ce biais-là, ils pourront censurer les opinions qu'ils veulent. C'est-à-dire que si demain, YouTube veut que la politique de YouTube soit plus axée sur le progressisme, ben avec ce genre de méthode, ils vont y arriver d'ici, 10 ans. 10 ans maximum. En 10 ans, ils vont changer l'opinion. En 10 ans, tout le monde va se plier. En 10 ans, plus personne va dire de trucs. Je donne un exemple tout bête. Ce que produit la droite aujourd'hui, moi, ce que je vois, ils ne produisent pas grand-chose. La plupart du temps, ce que je vois, c'est ils font des reacts à des films en disant que le film est woke. Voilà.
Si YouTube décide de censurer ce genre de vidéo, eh ben ce genre de vidéo n'existera plus en fait. Ils vont prendre un gros créateur de contenu, ils le censurent. Le créateur de contenu va communiquer sur le pourquoi il a été striké et tout le monde va suivre derrière. Tout le monde va suivre derrière, tout le monde va va essayer de transformer ses mots pour échapper au bot ou échapper à la censure. Et ils vont tous marcher sur des œufs. Ils vont tous marcher au pas. Et à force, et après, plus personne va parler. En 10 ans, plus personne va parler. En plus, quand je dis 10 ans, je suis large. Hein. Plus personne va parler. Eh ben, je trouve ça astucieux et pour moi, c'est du génie. C'est du génie. C'est pour ça que moi, je me réjouis pas de la censure de Cro-Blanc. Beaucoup de progressistes vont se réjouir. Mais y a rien qui nous dit que demain, cette censure ne s'appliquera pas aux progressistes. Y a rien qui nous le dit. De nouveau censurer. Dire, c'est d'ailleurs ce que faisait Cro-Blanc aussi, dire médo au lieu de pédo. Dire arbre au lieu d'arabe. Dire gaumiche au lieu de gauchiste. On va pas s'en sortir. Mais bah, c'est exactement ce que je disais en fait. C'est ça, c'est l'adaptation. Et à force de s'adapter, adapter, bah tu vas plus rien dire. Hein. C'est pour ça que je dis, leur technique, c'est du génie. Tu prends un gros créateur de contenu, tu le strike, il a juste à communiquer sur le pourquoi il s'est fait strike, c'est finito. Tout le monde va se plier, et ou alors tout le monde va aller sur Kik, ou je sais pas où. Ah, c'est du génie. Faut dire la vérité, faut s'avouer vaincu parfois. C'est du génie. et pourquoi pas? Alors ça c'est le premier point. C'est préparez-vous à ce que, bah voilà, malheureusement les autres créateurs, bah, ils vont se sentir inquiets. Voilà, je suis une chaise pliante. Ils vont se dire merde, c'est moi, ça va être mon tour. Bon, c'est vrai que ça fait un petit stress. Hein. Tu te dis putain, bon, peut-être dans le cul. Et si vous êtes créateur, préparez-vous. Commencez à... moi je suis sur Patreon, vous pouvez avoir une autre économie qui se développe à côté. Faut se préparer à avoir un... Comment ça s'appelle un Telegram, n'importe quoi. Deuxième point, les spectateurs. Bon, alors là c'est autre chose. Les spectateurs, dans un premier temps, ils sont toujours très prompts à soutenir un mec qui est censuré. Ils lui donnent du fric, ils le suivent, ils se scandalisent. Et puis au bout d'un moment, si le mec se fait trop censurer, ah bah ouais mais il nous fait chier, il est trop censuré, et puis après il l'oublie. Alors, c'est pas grave, c'est humain. Vous avez pas le temps, vous travaillez, vous avez pas le temps d'être à la place du créateur pour, tu sais, au bout d'un moment à la fin, c'est bah t'as qu'à te plier aux règles quoi. Moi quand je suis salarié, bah je me plie bien aux règles pour pas me faire virer, donc toi bah t'avais qu'à... Alors c'est humain, mais essayez quand même de comprendre ce mécanisme. C'est un peu le deal que je vais vous faire signer. Il n'y a rien à changer. Ne changez rien. Ni les youtubeurs, ni les spectateurs. On peut pas changer ça. Ça fait 10 ans que je l'observe et c'est normal. On peut pas, quand on bosse, se mettre à la place du créateur censuré. On a eu ça avec Dieudonné. Tu sais, t'as envie de dire au bout d'un moment, Dieudonné, tu te fais censurer. Bah écoute, j'en sais rien moi. Est-ce que c'est de ta faute? Tu sais, au bout de 10 ans de harcèlement de l'État sur Dieudonné, tu te demandes si c'est Dieudonné, si c'est de la faute de Dieudonné, tu vois. À force. Bon, bah c'est humain. Donc ne changez rien. Mais prenez conscience de ce mécanisme, essayez de l'analyser, ça sera intéressant. Vous apprendrez des choses en observant et en vous observant vous-même et en observant la manière dont les gens traitent les censures. Hein, c'est pas, en tout cas, ne croyez pas que les Français sont de grands anti-censure, de grandes personnes très comment on appelle ça, des résistants du web, ça n'existe pas. La résistance du web, il y a 10 ans, ça a donné que tout le monde s'est plié aux nouvelles règles. Et les Français, à la fin, ils disaient « Oh, ben, t'avais qu'à pas le dire !» Hein, à la fin. Donc, les résistances du web, ça dure un temps. Et puis, au bout d'un moment, ça s'effrite. Donc, c'est aussi pour ça que la Cro-Blanc, il a la tête froide. Il n'est pas du tout dans une espèce de militantisme absurde. Voilà. Et de toute façon, il n'y a pas d'infos. Mais je voulais quand même vous parler de ça. Parce que je connais le truc. Mais voilà. Par contre... Et donc Straight, il est en train de spammer, il a raison, je vais le faire aussi. Pendant que vous êtes scandalisé, et je le suis, eh ben on s'abonne à son Twitter. Parce qu'il va communiquer dessus, et après, donc bah, de toute façon, il se mettra en relation là, avec Django, tous les mecs, il vous dira, en fait, vous serez au courant de ce qui va se passer si vous êtes abonné au newser.
et si vous êtes abonné à son Twitter, mais c'est très important Donc quand même de voilà, s'abonner à son voilà. Twitter. Salut Nosfé. On a entendu ce que Parce tu que dis bah, voilà. un petit peu. C'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue d'étude de masse des gens, le comportement des gens, du comportement humain, de voir comment la fanbase, si je peux dire les choses comme ça, d'un créateur de contenu se comporte après un strike. Généralement, la fanbase ne disparaît pas. C'est le noyau dur. Et le noyau dur, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il est très restreint. Il est jamais élargi au max. Non. Le noyau dur, quand je parle du noyau dur, c'est pas les gens qui donnent de temps en temps et tout. Le noyau dur, c'est celui qui soutient, qui s'investit, qui aime le créateur de contenu. Ça paraît étrange, mais il l'aime d'un amour fraternel, qui aime le créateur de contenu, qui s'investit corps et âme dans le projet du créateur de contenu. Et ça, ce noyau dur, il disparaît jamais. Peu importe, il peut se retrouver sur Kik, sur Telegram, sur je sais pas, il ne va pas disparaître. Maintenant, ce qui sera certain, c'est que ce qui n'est pas le noyau dur, ce qui n'est pas la fanbase, va disparaître au bout d'un moment, et c'est tout à fait humain, comme le disait, je suis absolument d'accord avec TG Boy, c'est tout à fait humain en fait, c'est normal. C'est quand t'es pas visible, bah, les gens ils t'oublient en fait, tout simplement. Quand tu fais pas de vidéo, les gens ils t'oublient. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. En plus sur YouTube aujourd'hui, on est dans l'ère de la visibilité, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois tout le temps visible. Si t'es invisible pendant je sais pas 3, 4, 5, 6, 7 mois, bon, les gens ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Mais ta fanbase va rester. Par exemple, si tu fais une vidéo chez un autre créateur de contenu, ils seront là, etc., etc. Donc voilà, moi je suis désolé pour lui parce que c'est quand même son gagne-pain. Donc sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.